Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui puisque aujourd'hui nous allons recevoir quelqu'un que vous venez de découvrir ou de redécouvrir en tout cas, ou même ou que vous connaissiez déjà, hein, Paul Ponceau bien entendu. Émission ô combien importante que nous avons faite il n'y a pas longtemps. Ils sont parmi nous, hein, je vous mettrai de toute façon ici la mignate, le lien dans la description, bien sûr, sur les pensées négatives, les pensées intrusives, les pensées voilà qui peuvent parasiter en fait chacun d'entre nous. Vous avez fort apprécié cette émission. D'ailleurs, on vous remercie Paul et moi vraiment pour votre bienveillance, vos super commentaires, vos abonnements. D'ailleurs, je tiens vraiment à accueillir encore une fois les quasiment 1000 abonnés qui sont arrivés grâce à cette vidéo. Donc j'espère que, eh bien, chers nouveaux abonnés, vous apprécierez cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler cette fois-ci de timeline. Et oui, la fameuse ligne du temps, ici un peu comme Doc dans Back to the Future 2, hein, où effectivement on va parler eh bien, de la modification de la timeline, donc de cette fameuse ligne du temps. Et spoil, ça c'est moi qui le dis, le temps n'existe pas, c'est ce qu'on disait hors antenne avec Paul. J'en ferai peut-être un jour une vidéo. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça et je vous expliquerai un petit peu ma théorie, ma vision des choses sur le temps qui n'existe pas. Bref, on accueille tout de suite Paul. J'espère que tu vas bien. Salut! Bonjour Alexis. Bah écoute, moi ça va pas mal du tout. En plus aujourd'hui il fait beau, alors que ça fait une semaine que la pluie est continue, donc on Oui. sait d'où ça vient. Donc ça fait plaisir de voir un petit peu de lumière. Oui, oui, on le sait maintenant, ils appuient sur des boutons, donc voilà, c'est pour des gens qui font comme du potager comme moi, eh bien oui, du potage, ça c'est quand on aura des légumes, mais moi qui fais du potager, eh bien effectivement, ça nous fait plus que Yesh, hein, comme on dit à Paris pour ne pas dire le mot. Voilà, bref, on va parler, Paul, aujourd'hui donc de la fameuse timeline. Et on parlera aussi, bien sûr, de ton webinaire, parce que peut-être, tant qu'à faire, nouveau webinaire le 22, je pense, le 22 juin, c'est ça? Donc ça sera un webinaire de 4 heures qui sera consacré justement vraiment à toutes les manipulations de Hmm. la fausse lumière, parce que c'est un thème extrêmement important qui a été abordé du reste par beaucoup de chercheurs, mais chacun aborde la fausse lumière à leur manière. Par exemple, la fausse lumière dans la prévie, la fausse lumière dans les contacts, alors que c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que cela. Ça implique les contacts, ça implique bien évidemment la prévie, mais ça implique le channeling, la médiumnité, même la voyance peut être court-circuitée par des entités non humaines et même nos pensées. Donc, je vais faire un webinaire sur cela et ça va être vraiment un moment très très intéressant parce que c'est un webinaire en direct. Donc, il y a beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui font des interventions. Et dans les derniers webinaires, c'était vraiment des interventions qui étaient top, des réflexions pertinentes, des témoignages intéressants. Donc, je pense que ça va être un très grand moment. Donc, c'est le samedi 22 juin de 18 heures à 22 heures. Donc, c'est un webinaire de 4 heures, mais prévoyez 1 voire 2 heures de plus parce que le dernier a duré presque 6 heures parce qu'il y a eu énormément de questions et tout ça, énormément d'interventions. Et c'est un webinaire en plus avec une inscription à vraiment un tout petit prix. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, vous allez sur le site livretdubonheur.com, vous verrez le webinaire, vous suivez la procédure si vous voulez vous y inscrire. Et de toute façon, je mettrai le lien en description comme d'habitude. Et puis on y reviendra de façon encore en fin d'émission pour en reparler. Mon cher Paul, aujourd'hui, effectivement, on va parler de cette fameuse timeline. Alors, c'est un petit peu bizarre. C'est vrai que, voilà, à l'époque, quand on a vu Back to the Future 2, le retour vers le futur 2, Doc nous parlait effectivement de modifications de temps qui étaient un peu complexes d'ailleurs un petit peu à l'époque. Voilà, c'était un petit peu si on n'avait pas de nuances un peu ésotériques, on va dire, ou en tout cas paranormal, voilà, ou en tout cas voilà. Donc c'était un petit peu complexe mais en fait très très intéressant et puis ô combien là c'est vraiment même d'ailleurs
très simple par rapport à ce qu'on va peut-être dire aujourd'hui. Effectivement, on pourrait revenir avec ça. On a parlé il y a des années de ce fameux effet Mandela. D'ailleurs, sujet que d'ailleurs j'ai jamais fait. Toi, tu l'avais fait, je crois, Paul, sur d'autres chaînes ou sur ta propre chaîne, hein, que je mettrai On en aussi en lien, bien parlera un entendu. peu, puisque ça fait partie du Voilà. fait des timelines et tout ça. Voilà. C'est très J'avais jamais intéressant. fait de sujet là-dessus parce que j'étais encore un petit peu, malgré tout, il y a quand même beaucoup aussi malheureusement, de mise en condition de l'effet Mandela, où on te dit, tiens, tu te rappelles pas, il avait des cheveux blonds au lieu de cheveux bruns. Et en fait, parfois, c'était un peu une manipulation aussi, un peu inversée. Je trouvais que on te mettait des idées, en fait, auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Du coup, tu commences à hésiter, en fait, parce que simplement, on joue sur les souvenirs qu'on n'a plus, en fait, parce que on peut pas se remémorer de tout, enfin, tant qu'on ne les note pas. Et je crois qu'on a, voilà, la plupart des gens, de toute façon, ont beaucoup d'autres choses à faire dans leur vie que de se souvenir de quelques détails comme la fameuse lorgnette qu'on voyait sur le personnage du jeu Monopoly, notamment, hein. Ça, c'est pas important, mais c'est toutes des petites choses. Je me dis, tiens, si c'était pas aussi inversé l'effet Mandela, si on t'induisait pas non plus des fausses idées pour finalement te faire perdre la boule. Enfin, ça, c'était une parenthèse que je voulais vraiment dire. Voilà pourquoi j'avais pas fait d'émission sur les C'est bien Mandela. différent que ça, c'est vraiment Voilà. des modifications très Voilà. complexes de la Voilà. réalité. On y reviendra du reste, On y parce que reviendra, c'est c'est intéressant, bien sûr, parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes finalement dans tout ça, dans toutes ces modifications de temps, on le sait très bien. Donc Paul, toi, comment est-ce que, enfin, je vais peut-être pas te demander comment est-ce que ça t'est venu, mais quelle a été un petit peu tes observations au départ? Comment ça t'est venu, cette idée de modification de la timeline? Je dis bien la ligne du temps, hein, parce que sinon... ouais, déjà, déjà, je me suis toujours intéressé, donc comme tes auditeurs le savent qui me connaissent, aux contacts et aux abductions. Et dans ces contacts et ces abductions, il y a toujours cette espèce de dilatation du temps qu'on retrouve du reste dans les rencontres de fées, dans les rencontres de lutins, qui pour certains peuvent être une humanité parallèle. Ça, on pourrait y revenir dans une autre vidéo éventuellement, mais pour d'autres qui sont liés à ces entités non humaines qui sont derrière les abductions. Donc, par exemple, dans les contes de fées, qui sont basés sur des faits réels, même si après ça a été un peu coloré, tout ça avec la culture du moment et tout, mais globalement, c'est basé sur des faits réels. Personnes, il y a des personnes qui vont danser toute la nuit avec les fées, les lutins, les elfes, et qui vont venir 100 ans après pour voir que leur monde a complètement changé. Et en général, ils meurent suite au choc. Or, il y a des cas, il y a des cas comme ça qu'on retrouve dans l'histoire récente. Par exemple, dans les années 50, il y a la police à New York qui a retrouvé un homme, un homme qui avait disparu en 1880. Donc, ils ont retrouvé des papiers, je crois. Il s'est fait, en fait, il s'est fait écraser dans les années 50. Donc, les policiers ont été appelés sur place et ils ont retrouvé des papiers qui dataient des années 1880 ou 1890, peu importe. Ces papiers c'était des papiers d'identité, des passeports euh, ou des lettres, enfin des choses qui appartenaient à un homme new-yorkais qui avait disparu dans les années 1880-1890. Donc, et là, cet homme en habit d'époque est retrouvé dans le New York des années 50, écrasé. Donc, les policiers ont pensé que c'était un fou qui, d'une manière ou d'une autre, avait volé des documents à quelqu'un ou dans un musée ou dans des vieux vêtements, peu importe et tout ça. Mais il y a un policier qui était quand même intrigué et qui a poursuivi l'enquête. Et il se trouve que la fille de cet homme était toujours vivante et il lui a posé la question, est-ce que vous vous rappelez de ce que portait votre père le jour de sa disparition? Et la fille se rappelait tout, et c'était les vêtements que portait l'homme. Donc, finalement, ce policier
a prouvé que c'était un homme disparu dans les années 1880 qui s'est retrouvé d'un coup dans le New York des années 50. Alors après, il y a beaucoup de gens, de soi-disant sceptiques et tout ça, qui ont dit que c'était un hoax et tout ça. Simplement, David Paulides, un enquêteur américain spécialiste des disparitions, a confirmé cela, puisque lui-même était dans la police. Donc, c'est un cas, un cas absolument authentique. Donc, il y a ces phénomènes de glissement de temps qu'on retrouve un petit peu partout. Quand des gens subissent des abductions, ils vont être enlevés pendant plusieurs heures, souvent, ou plusieurs jours, et puis après, ils reviennent 1 ou 2 heures après, ou ça peut être l'inverse, ça peut être des abductés qui sont enlevés pendant 1 heure, alors que, ils ont vécu une expérience qui a duré 15, 20, 30 heures et que les gens sont en train de les rechercher. Par exemple, il y avait une petite fille donc aux États-Unis dans les années 60 qui était dans un repas de famille et alors ça va paraître fou, mais dans les abductions, il y a beaucoup d'éléments comme, comme ça. Elle entend quelqu'un qui l'appelle. Donc, cette personne est dehors. Donc, elle quitte le repas de famille et elle sort dehors. Et là, elle se rend compte que c'est une souris qui est en train de l'appeler. Une souris, comme une petite souris qui est en train de l'appeler. Ça peut paraître fou. Et donc, elle va parler à la souris et ils discutent quelques minutes. Et la discussion s'arrête et la petite fille est paniquée parce que c'est déjà la nuit. Donc, c'était un repas de famille le midi et là, c'était la nuit. Donc, elle rentre chez elle en courant. Là, les invités sont en train déjà de manger le repas du soir et tout. Et ce qu'elle remarque, c'est que personne n'avait remarqué sa disparition. Et cette souris qui parle, c'est typique des concepts de souvenirs écran où les entités non humaines, quand elles font des abductions, implantent un scénario dans la tête de l'abducté pour qu'il ne se rappelle pas de son abduction. Et tout laisse à croire que la famille avait eu la réalité modifiée pour ne pas se rendre compte de la disparition de la petite fille. Mais en tout cas, elle se rappelle être revenue le soir, le soir et tout. Et il y a d'autres cas où inversement, des personnes subissent une expérience, alors très souvent où ils voient un ovni ou quelque chose comme ça, et ils pensent que ça dure 1 ou 2 minutes. Ensuite, ils rentrent chez eux et les gens sont en train de les chercher, les gens sont paniqués parce qu'ils ont disparu depuis 12 ou 24 heures. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent dans les phénomènes d'abduction, cette dilatation ou cette contraction du temps. La dilatation, le missing time, qui est vraiment une manipulation du temps. Donc ça, on retrouve ces manipulations du temps dans d'autres expériences. Par exemple, le triangle des Bermudes. Il y a un pilote, Bruce Gernon, qui est rentré dans un espèce de nuage de forme extrêmement bizarre. Euh, et le nuage paraissait solide. C'était un gros nuage d'orage et il n'a pas pu l'éviter. Quand il était dans le nuage, il était complètement désorienté, il fait des éclairs autour de son avion et tout ça. Et surtout, tout semblait, les murs du nuage semblaient solides, comme un espèce de couloir. Il était comme dans un espèce de couloir à l'intérieur du nuage. Et en fait, il est arrivé à Miami en avance en avance par rapport à quand il devait arriver. Puis, et ça s'est passé en plein milieu du triangle des Bermudes. De même, dans les années 60 ou 70, il y a un avion, un 737, si ma mémoire est bonne, qui disparaît des écrans radars. Et pendant 10 minutes, l'aéroport de Miami est totalement
paniqué parce que l'avion avait disparu. Et ensuite, l'avion réapparaît et atterrit comme si de rien n'était. Et il demande, il demande donc au pilote de l'avion, mais où vous étiez pendant 10 minutes? Et le pilote d'avion dit, ben, pendant 10 minutes, on était dans les airs et tout ça. Et toutes les montres des passagers retardaient ou avançaient de 10 minutes. Donc c'est extrêmement bizarre. Et Il y a quand même une trace matérielle, on peut le dire. il y a des traces matérielles de voyage. Ouais. Euh, Et je sais pas si tu es au courant de cette histoire. Je l'avais traité, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques années de ça. Je la mettrai en lien aussi. J'en ai parlé récemment dans une interview avec José Bouillon sur les ovnis. C'est la fameuse histoire de Jean Romier. Ça se passe à Paris en 1925, où il rencontre un vieux monsieur qui est une espèce de redingote, hein, je vais la faire courte, une redingote, donc un vieux costume, tu sais, genre Picsou, genre voilà, du 17, 16e siècle, je sais pas trop exactement. Et en fait, il le rencontre dans un parc, et ce vieux monsieur lui propose donc bah, il voit qu'il s'intéresse à la musique, Jean Remier, donc c'est un jeune étudiant, hein. Et en fait, il lui propose un petit concert le soir de Mozart. Il le fait dans son appartement, un bel appartement donc de Paris, hein, de l'arrondissement assez bourgeois, je veux dire. Et en fait, il l'invite et puis donc il va au soir, il s'y rend. Effectivement, il rencontre le vieux monsieur, il rencontre plein d'autres gens. Voilà, il y a le petit concert de Mozart qui se fait, etc. Puis tout d'un coup, bon, ben, il regarde sa montre. Et il est déjà minuit passé, un peu comme Cendrillon, tu vois. Donc il doit partir parce que le lendemain, il a cours. Donc il laisse le monsieur, il dit, excusez-moi, je dois y aller, machin, voilà. Donc il sort du bâtiment, il se rend compte qu'il a oublié son briquet, un briquet en or qu'il a reçu, hein, un cadeau. Puis donc il retourne donc il refait les 3 étages à pied, il n'y a pas l'ascenseur. Et donc il retourne devant l'appartement. Là, il frappe à la porte, ou il sonne même, et il n'y a personne qui lui répond. Et en fait, tu as le voisin qui dit, mais enfin, bon, en pleine nuit comme ça, et en gros, je te la fais court. Donc, le lendemain, il retourne avec la police parce que là, c'était nuit, il faisait nuit, etc. Donc, ils vont au commissariat avec le voisin, etc. Ils ont l'autorisation de rentrer avec la clé du propriétaire. Et en fait, l'appartement est abandonné, est en poussière. Et en fait, plus loin, il retrouve le fumoir où il était en train de parler juste la veille, et il retrouve son briquet qui était complètement en poussière, quoi. Et en fait, cette histoire, elle est vraie parce que, en plus de ça, elle est même dans les archives de la police, de la préfecture du quartier à Paris. Donc, si on fait même des recherches, Jean Romier, on retrouve le dépôt, le témoignage déposé par Jean Romier à cette époque-là. Et Einstein avait donc eu vent de cette histoire. Et lui, il a dit que ce jeune homme a fait en fait un bond dans le passé comme on trébuche d'un escalier, quoi. En fait, c'est fou. C'est fou. Et moi, j'en ai toujours la chair de poule chaque fois que je raconte cette histoire. Et tout ce que tu racontes, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est pareil, le voyage dans Ouais. le temps. Il y a les deux Anglaises, Miss Moberly et Miss Jourdain au XXe siècle, qui sont rendues à Versailles et qui se sont retrouvées au Versailles de l'époque de Louis XV et non pas de Marie-Antoinette, parce qu'elles ont décrit des structures qui étaient présentes à l'époque de Louis XV, mais pas à l'époque de Marie-Antoinette. Mais elles ont fait un bond dans le passé qui a du reste été aussi analysé par Einstein, qui a dit elles se sont perdues dans l'escalier du temps. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai connu une personne qui avait fait un voyage dans le temps à Versailles quand elle avait 10 ans. Elle s'est retrouvée dans un carrosse à proximité de l'ambassadeur de Hollande de Louis XIV. Et donc, elle a fait un voyage et en corps physique pendant quelques secondes dans le temps. Et les gens dans le carrosse étaient bien au courant qu'elle était là, ils étaient pétrifiés et elle-même était pétrifiée. Et puis après, cette personne qui était dans le milieu scientifique a fait des recherches et s'est rendu compte qu'elle avait côtoyé l'ambassadeur
de Hollande de Louis XIV. Et, et enfin, ça s'appelait pas la Hollande à l'époque, mais peu importe. Et voilà, elle a réussi à retrouver les détails elle a réussi à confirmer son expérience. Donc, beaucoup d'autres personnes ont vécu des voyages dans le temps à Versailles. À Barbès, par exemple, à Paris, au métro Barbès, beaucoup de personnes sortent du métro et quand ils sortent du métro, ils voient des paysans en habits moyenâgeux qui sont en train de travailler des champs avec une rivière qui coule. Or, effectivement, à Barbès, au Moyen Âge et à la Renaissance, c'était des champs et il y avait un cours d'eau qui a ensuite été recouvert avec la construction, l'agrandissement de la ville de Paris. Donc, il y a énormément d'expériences comme ça, de voyages dans le temps. Après, il y a les expériences comme l'expérience de Philadelphie, où des gens ont été dans le futur et aussi ensuite dans le passé. Euh, il y a le projet Montauk où des gens étaient carrément envoyés dans le temps, dans le futur et dans le passé, comme en témoigne Stuart Fairlow. Donc, il y a ces voyages dans le temps qui sont spontanés et ces voyages dans le temps qui sont liés à des technologies non humaines. Donc ensuite, on en revient à la science mainstream. Récemment, les scientifiques ont montré que le temps passe de manière différente en fonction de la durée de vie d'un animal. Par exemple, une mouche vit à peu près 15 jours en moyenne, mais pour elle, les 15 jours, c'est comme si c'était 80 ou 100 ans. Et donc, là, Absolument, elle absolument. perçoit les choses au ralenti. Quand elle vole, tout est perçu au Oui, ralenti. oui. Pour nous, le temps passe comme il passe. Pour une souris qui vit 2 ans, le temps passe, on va dire, 50 fois plus lentement que pour nous. Pour un chien ou un chat, c'est 4 ou 5 fois plus lentement que pour nous et tout ça. Et ça a été démontré scientifiquement. Même par exemple, là, je fais l'interview avec toi, c'est un moment agréable, donc le temps passe très vite. Par contre, si j'étais en train d'attendre dans la salle d'attente d'un dentiste, ça serait un mauvais moment, donc le temps passerait extrêmement doucement. Donc, on voit bien que le temps est relatif, ce qui fait déduire que le temps est une technologie, c'est issu de la manipulation de ces entités non humaines et que on vit sur plusieurs timelines. Donc justement, le temps, alors ça, je vais essayer de pas être trop complexe. C'est sur une timeline. Le temps, c'est une manipulation technologique des entités sans âme sur une même timeline, c'est-à-dire sur une même réalité consensuelle pour faire simple. Les timelines, les timelines, c'est encore un petit peu différent du temps. Par exemple, là, j'ai ma tasse de thé. Là, je décide de boire une gorgée de thé. Je bois ma gorgée de thé. Ma réalité consensuelle, notre réalité consensuelle, la timeline qu'on crée, qui est notre réalité consensuelle, c'est que j'ai bu le thé. Mais il y a une timeline alternative qui sera très proche de celle-là où je n'ai pas bu le thé. Et je vais avoir, et toi aussi, une présence sur cette timeline alternative, mais notre point d'attention est sur la timeline principale où j'ai bu le thé, sur la réalité consensuelle. Donc, ça fait que chaque fois qu'on prend une décision, on crée une timeline alternative. Il y a des timelines qui sont extrêmement proches les unes des autres, mais d'autres qui sont très éloignées. Et dans cette réalité, il y a une infinité de timelines, puisqu'il y a toutes les décisions qu'on prend, les décisions qui sont prises par les autres personnes. Donc, il y a des timelines qui se créent, qui se chevauchent. Ça devient très compliqué. Mais il faut savoir que ça existe et que c'est utilisé par ces entités pour nous manipuler par différentes timelines, parce que chaque timeline, un peu comme les branches d'un arbre, ont un impact sur nous. Donc il faut distinguer aussi entre le temps et les timelines. Et c'est d'ailleurs le concept un petit peu dans Retour vers le futur,
quand c'est Retour vers le futur 2, Marty McFly revient en 1985 où, où Biff Tannen, qui était en fait une représentation de Donald Trump, a pris le pouvoir plus ou moins en Californie, ou était devenu l'homme le plus riche de la Californie. Et la timeline alternative, c'est le 1985 que connaissait Marty McFly. Et il y a même deux timelines alternatives. Il y a aussi le 1985 du début du Retour vers le futur, qui est entre les deux, qui est entre positif et négatif. Donc il y a trois timelines alternatives. C'est un petit peu différent que le temps, mais cette notion de timeline est fondamentale à comprendre si on veut comprendre cette réalité. Exactement. Il y a d'ailleurs un film que je conseille aussi, c'est Pile et Face, c'est Sliding Doors, en fait, avec ici l'actrice, je ne l'ai plus, mais je mettrai de toute façon la miniature, et c'est pas mal. En fait, tu vois chaque fois ces deux actions. Donc, soit elle est sur le quai du métro, elle prend le métro, ou alors elle rate son métro. Et en fait, selon ça, tu as deux scénarios qui. Il y a eu plein de films hein, là-dessus, mais je veux dire, voilà, là, en gros, c'est un film facile à comprendre, c'est une romance, voilà, un peu à l'eau de rose, comme ça, on pourrait dire, mais en fait, c'est intéressant par le fait qu'ils ont filmé à chaque fois les deux facettes, c'est le cas de le dire, de son histoire, de sa vie, voilà, de ses rencontres, de ses non-rencontres. Et c'est aussi bien la preuve, de toute façon, encore une fois, hein, que Hollywood, encore une fois, ça, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, est au courant, et plus qu'au courant, puisque voilà, ils nous induisent plusieurs idées déjà conçues par eux, quoi, hein. Donc tout ça existe effectivement. Tout ce que tu racontes, effectivement, c'est voilà. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de voyages dans le temps et dans les timelines, mais très peu de gens en tiennent, très peu de gens en tiennent compte. Pourquoi? Parce que c'est tabou dans cette recherche de vérité. Même la notion du temps est tabou. Euh, Récemment, j'ai recueilli un témoignage de voyage dans le temps. Donc, c'est quelqu'un qui possède un immeuble dans le village où j'habite. Cet immeuble est situé juste en face de la gare. Donc, il commence à s'installer, il s'installe dans l'immeuble qu'il possède, il prend un appartement parce qu'il avait divorcé et tout ça. Et les gens dans l'immeuble se plaignaient de bruit, de choses bizarres. Donc lui, qui n'était absolument pas dans cette recherche et tout ça, se dit c'est des problèmes de canalisation et donc il est tranquille chez lui. Et puis un jour, il décide d'inviter un de ses amis pour boire un apéritif. Donc ils sont en train de parler avec, avec son ami quand soudain ils entendent boum, 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 mais des explosions absolument terribles. Donc ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? Et ils regardent par la fenêtre, il n'y a absolument rien. Donc ils se disent, c'est vraiment pas normal et tout ça. Donc l'ami part et la personne demande aux gens de l'immeuble s'ils ont entendu des choses et les gens de l'immeuble n'ont rien entendu. Donc il se dit, on a dû rêver ou on a entendu des bruits de canalisation, mais c'était vraiment fort. On aurait dit des explosions. Et un jour, il est chez lui, seul et tranquille. Et là, il entend des bruits boum, 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 des explosions, des bruits d'avions, des bruits d'hélices et tout. Donc là, il regarde par la fenêtre et il voit de la fumée qui vient de la gare et il voit des avions de la Deuxième Guerre mondiale qui sont en train de bombarder la gare. Donc, il est complètement affolé, il court dans la rue, et dans la rue, il y a plus rien. Tout est calme, tout est tranquille, comme un village de la campagne française. Donc, il revient chez lui et il se dit, mais j'ai voyagé dans le temps. Euh, j'ai vécu un bombardement aérien. Et effectivement, la gare du village où j'habite a été bombardée en juin 1944 par les Américains parce que c'était un espèce de nœud
de nœuds ferroviaires. Donc, voilà la petite anecdote. Il y avait eu plusieurs morts et tout ça. La gare avait été en grande partie détruite. Donc, il a littéralement revu cette scène du passé. Donc, il y a des cas, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le dit, ces voyages dans le temps, mais la plupart, mais, mais c'est tabou parce que ça remet vraiment tout en question. De même, et, et- et ça, c'est quelqu'un qui refuse. euh, il a parlé de cette expérience parce que il voyait que je m'intéressais à- au sujet paranormal, des entités. Je ne sais pas comment du reste on a parlé de ça, mais lui, il refuse d'en parler. Ça lui fait peur, ça lui a vraiment fait très très peur. Mais le voyage dans le temps, oui, c'est quelque chose qui se fait. Oui, et comme tu dis, ce qui est un peu compliqué, c'est que quand ça devient. C'est ça le problème. Ou alors c'est même à croire que c'est fait exprès. Ça t'arrive individuellement, ça n'arrive pas forcément dans un groupe ou en tout cas dans une petite bande de, je sais pas moi, de copains. C'est assez individuel, c'est assez intime, entre guillemets. Quelque chose qu'on veut forcément pas parler à personne, puisque sinon on est pris pour fou, hein, comme tu le sais, pour plein d'autres sujets d'ailleurs aussi. Et surtout des sujets comme ça. Et, c'est, c'est, c'est ce que je disais un peu en off, en off et aussi en introduction de cette émission. Je ferai un jour une vidéo là-dessus, d'un quart d'heure, 20 minutes peut-être, je sais pas, peu importe, sur ma vision du temps, comme je le disais en introduction, comme quoi le temps n'existe pas, mais visiblement, il reste quand même apparemment des résidus. C'est un peu comme si, tu sais, c'est un peu comme une bande magnétique, hein, pour ceux qui ont connu cette époque. Cassette audio, cassette vidéo, peu importe. On peut retrouver, même si on efface, on peut de temps en temps retrouver sur des cassettes, sur des bandes qui sont un peu abîmées, on peut retrouver des passages qui n'ont pas été effacés sur la bande, par exemple, et donc on va avoir comme ça des bugs sonores ou des bugs visuels où il va y avoir tout d'un coup une séquence bien d'un ancien enregistrement qui normalement aurait dû être effacé. Ça, il y a une explication. La bande est abîmée et en général, si l'enregistrement ne se fait pas, bah, toutes les petites micro-poussières qu'il y a dessus, de graphite ou je ne sais plus ce que c'est exactement, ne sont pas effacées correctement. Eh bien, et on va retrouver ce morceau qui était là auparavant. Et c'est un exemple que je sors comme ça là maintenant en direct parce que dans le fond, voilà, j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a des résiduels comme ça, des empreintes d'époque résiduelles. Oui, Peut-être. c'est même au-delà de ça, c'est le fait que tout est simultané. En fait, ça, beaucoup de personnes y arrivent. Donc, de temps en temps, comme tout est simultané et que c'est notre perception qui voit le temps de manière linéaire, mais en fait tout est simultané, bah, de temps en temps, passé, présent, présent et futur, ou passé et futur vont se retrouver collés les uns aux autres. Donc ça va provoquer ces expériences. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens, les gens des deux côtés du temps sont au courant, voient les mêmes choses. Par exemple, dans la maison hantée des Perron. Donc les Perron, rien à voir avec le dictateur argentin. C'était une famille qui vivait dans une maison hantée dans le nord-est des États-Unis. Ça a été un cas qui a été étudié par les époux Warren et par comment il s'appelle, Pino aussi, qui travaillait à cette époque avec les époux Warren. Et donc, il y avait des apparitions de fantômes et tout ça. Il y a eu du reste un film qui a été fait, mais qui est très loin de la réalité. Mais il y avait des apparitions de fantômes, mais aussi des glissements du temps. Et un jour, Madame Perron donc s'est retrouvée avec sa famille dans la salle à manger. Et là, ils ont vu des gens en habit 19e siècle. Donc, elle a cru que c'était des fantômes, mais les gens en habit 19e siècle avaient également peur quand il la voyait. Il la voyait bien. Donc, elle en a déduit que c'était un glissement du temps, que c'était la maison des années 1970 qui s'est retrouvée, qui s'est retrouvée avec la maison
du 19e siècle et il y a eu un espèce de croisement temporel. Les occupants se sont retrouvés. D'ailleurs, des spécialistes, des hypnothérapeutes de pointe notamment, qui travaillent avec, qui travaillent pour enlever les entités de certaines de personnes abductées notamment, euh, ils en arrivent à la conclusion que le temps n'existe pas, que tout est simultané. Ils ne parlent même plus de vie antérieure, mais de vie simultanée. Donc, si je meurs maintenant, je peux très bien me réincarner en 2180, ou bien je peux me réincarner à l'époque romaine, ou bien je peux me réincarner en 1980, année de ma naissance. Et à ce moment-là, si je me réincarne dans la même timeline, dans cette timeline, il y a deux âmes, Paul Ponceau, une âme Paul Ponceau qui est là et une âme Paul Ponceau qui est dans un autre corps, né en 1980. Enfin, ça va extrêmement loin, mais il faut voir les choses comme simultanées. Il faut voir. Ben, c'est marrant ce que tu dis parce que bon, c'était quelque chose d'un peu dur à avaler, mais effectivement, Sylvain Didlot, que j'ai reçu il y a quelques mois aussi, on parlait justement de ces vies simultanées en fait, où il y a plusieurs Alexis, plusieurs Paul, plusieurs voilà, plusieurs vous-même, hein, ceux qui nous écoutez, et dans d'autres époques, avec des métiers différents ou en tout cas peut-être des aptitudes que vous avez vous, hein, mais que vous n'avez jamais peut-être pu aller, et ben dans ces autres dimensions, votre autre moi, on va dire ça comme ça, eh bien, en fait son métier, de vos aptitudes que vous n'utilisez pas tous les jours, par exemple, hein. Et mais il disait exactement la même chose que toi, en fait. Tu sais, moi, un peu comme je pense la plupart des gens. Admettons, je vais jusqu'en 2050, voilà, je meurs en 2050, par exemple, à 75 ans, hein, bon. Et tu penses en fait, logiquement, bah, que la réincarnation va se faire quelques années après, ou alors instantanément, selon la façon dont tu t'essaides, hein, parce qu'il y en a qui disent que en suicide, par exemple, c'est assez immédiat, ou alors quand tu es arrivé à la fin de ta vie et que vie paisible, machin, une belle mort, tout ce que tu veux, la réincarnation peut se faire, par exemple, 2 ans après. Enfin, c'est, ça, c'est vraiment la base, ce que je dis là, hein. C'est ce que finalement tout le monde pense. Quelque part, voilà, réincarnation s'il y a, hein, en tout cas de mon âme, pas de Alexis, finalement du conducteur du véhicule, parce que Alexis, lui, il sera plus là. Ce n'est qu'une mémoire, en fait, Alexis, hein. C'est bien ça qu'il faut se dire, hein. C'est juste une mémoire, c'est comme une feuille morte, une feuille qui tombe de l'arbre. Ben, il y a l'âme de la feuille. Moi, je dis ça comme ça toujours. Il y a l'âme de la feuille qui part, et puis en fait, la feuille, ce n'est que l'enveloppe. Et eh ben, en fait, logiquement, bah tiens, oui, je devrais me réincarner, par exemple, je sais pas, en 2060, 2070, 2080, j'en sais rien. Ben, en fait, non, d'après lui, il disait aussi pareil. En fait, on pourrait très bien se réincarner au Moyen-Âge, comme on pourrait se réincarner dans une autre époque totalement, ou même avoir un futur complètement lointain. Et ça me faisait penser aussi, je l'avais aussi dit dans l'interview, qu'il y a un jeu français qui s'appelle Assassin's Creed sur PC, sur console, où on incarne un assassin de la fameuse secte des assassins qui a bel et bien existé, qui existe peut-être encore, j'en sais rien, et où tu finalement choisis ton époque, dans laquelle tu veux finalement bah, agir dans tes missions dans le jeu, hein. Et donc ils ont fait forcément plusieurs épisodes de ça, une à Versailles comme par hasard, une à la préhistoire, on va dire ça comme ça, une dans un futur, enfin peu importe. Et il y aurait même pas de timeline, même dans l'au-delà, en fait. En somme, la réincarnation, si réincarnation il y a, hein, parce que bon, ça, c'est encore un concept aussi, mais c'est il y a pas de logique. En fait, c'est comme si vous aviez plusieurs portes, comme dans Alice au Pays des Merveilles, en fait, quelque part, hein. Tu choisis l'épisode qui te plaît, le monde qui te plaît, finalement. C'est un truc de fou, et Enfin, c'est les ça fait entités peur quand tu penses à ça. qui nous guident, entre guillemets, qui nous leurrent à choisir un certain Oui, chemin de vie oui, selon, oui. en tout cas, des témoignages de personnes qui ont vécu des NDE, de témoignages de chercheurs comme Wayne Bush, Mark Gray et tout ça. Il y a cela. Et
Moi, j'y adhère sans avoir jamais vécu de NDE. J'y adhère parce que il y a énormément de manipulation dans les gens qui vivent des NDE et tout ça. Il y a des gens qui ont vécu des NDE prolongés, qui ont vu, par exemple, que certains proches disparus se transformaient en entités non humaines et tout ça. Ça, j'y reviendrai bien évidemment dans mon webinaire sur la fausse lumière, dans émission peut-être, mais il y a cette manipulation, mais en gros, c'est ça. Après, en fonction de contrat d'âme, les entités nous renvoient à telle ou telle ou telle ou telle ou telle époque en fonction de leur bon vouloir, puisque tout fonctionne comme un espèce de jeu. Elles jouent avec nous, comme elles jouent comme elles jouent avec des pions. Dans les rêves, par exemple, je crois que j'en avais peut-être un petit peu parlé la fois dernière dans l'émission avec les pensées intrusives. Mais dans les rêves, par exemple, je sais pas, je m'excuse si je me répète, mais ça m'est déjà arrivé de rêver où je suis transporté transporté dans une époque qui ne me correspond pas et où je suis absolument pas du tout en 2024. Je suis plutôt dans un futur, on va dire, hein, avec des gens que je connais, avec des gens que je connais de l'autre côté. Mais à ton réveil, à mon réveil, en tout cas, je les connais pas en fait. Je sais pas qui c'est, mais je les vois comme je te vois toi, quoi. En fait, c'est des personnes concrètes. C'est pas euh, c'est pas des PNJ, quoi. C'est des gens, ils te connaissent, on interagit et c'est comme si on se connaissait, quoi. Et donc c'est un petit peu quand même, c'est perturbant, hein. C'est ce que j'appelle moi pas des rêves, mais des voyages dans l'astral, hein, mais je le fais pas exprès, c'est juste, voilà, c'est quand je dors bien, ça m'arrive. Mais donc peut-être que, peut-être que les auditeurs auraient des choses à nous raconter, j'en suis sûr, mais à ce niveau-là, c'est vrai que c'est assez perturbant de te dire que tu peux rencontrer des personnes que tu as l'impression de connaître dans une autre vie. Pourtant, je sais que c'est moi. Dans le rêve, je sais que c'est moi, par exemple. Mais malgré tout, c'est une autre époque, c'est un autre environnement, voire un autre pays complètement, hein. Ah, c'est très perturbant, quoi, en fait. C'est... Oui, ça peut même être des voyages, littéralement, dans d'autres, dans d'autres timelines. Donc, comme on a dit, c'est un petit peu différent que le temps. Bon, mais c'est un petit peu différent que le temps. Mais ça peut être des voyages dans d'autres timelines parce qu'il y a aussi des voyages dans d'autres timelines qui se font en corps physique. Dans mon livre Les marionnettistes, par exemple, que j'ai coécrit avec Léna, on parle de cette dame, Madame X, qui s'est retrouvée pendant un an dans une timeline alternative, en corps physique, où le transhumanisme était déjà mis en place, où tout fonctionnait à l'aide de l'électricité, où, où il y avait de la matière intelligente un petit peu partout, une timeline qui pour elle avait à peu près 30 années d'avance sur la nôtre, et où surtout les entités non humaines de type reptilien, de type insectoïde, étaient en train de marcher tranquillement parmi l'humanité, comme si et les gens les gens n'y prêtaient même pas attention. Donc il y avait une espèce d'intégration de ces entités qui s'étaient faites. Il y avait une espèce de transhumanisme qui était en place, et c'était quelque chose d'abominable. Donc j'ai reçu son témoignage et je l'ai rencontré plusieurs fois entre 2018 et 2020. Et quand on a reçu son témoignage en 2018-2019, la 5G n'existait pas encore. Or, elle décrivait dans cette timeline alternative que sa peau était brûlée comme elle recevait des coups de soleil en pleine nuit. Et ça, c'est un des effets de la 5G. Donc, en tout cas, elle a passé un an dans cette autre timeline, ça paraît complètement fou, où elle a travaillé et tout ça. Bizarrement, les papiers d'identité passés, c'était les mêmes papiers d'identité. Bizarrement aussi, et elle l'a constaté aussi, les euros étaient les mêmes, tout était la même chose, sauf que sauf qu'il fallait tout payer ou presque en carte bleue, donc c'était assez étrange, mais sinon ça restait les mêmes, sa carte bleue passée et tout ça. Pour la petite anecdote. Et
elle était effrayée quand elle était là et son expérience a été vécue dans une ville du sud de la France et quand elle voulait sortir de la ville, elle n'arrivait jamais à sortir de la ville. Il y a toujours un empêchement où l'autoroute était bloquée quand elle prenait un taxi pour sortir ou bien il y avait toujours un empêchement pour qu'elle ne puisse pas sortir de la ville. Après, l'humeur est bonne, même elle avait pris sa voiture puisqu'elle a vécu cette expérience quand elle était dans une voiture. Elle n'arrivait absolument pas à sortir de la ville, elle tournait en rond, donc elle s'est faite à l'idée, elle s'est mise à travailler, elle s'est mise à travailler là-bas et tout ça. Et du reste, des gens disaient, ah, mais je vous ai vu ce matin, alors qu'ils ne l'avaient pas vu, ce qui laisse entendre qu'elle avait un double dans cette autre timeline. Et au début, je n'y aurais pas cru, mais c'était une personne très équilibrée, et absolument pas dans ce genre de recherche, et qui se posait des questions sur ce qui lui était arrivé. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que elle s'est retrouvée comme ça à nouveau dans la timeline d'origine, autrement dit, dans notre timeline. Euh, il y avait parmi ses proches certains qui étaient au courant de sa disparition, comme sa tante qui l'a recherchée et tout ça. D'autres proches ne s'étaient même pas rendus compte qu'elle avait disparu, comme quoi il y a une manipulation de la réalité. Par contre, la preuve matérielle de ça, c'est que les impôts l'avait oublié pendant l'année 2017, l'année où a eu lieu son expérience. Or, en France, les impôts n'oublient personne là, ils ont purement et simplement perdu sa trace. Et, suite à ça, elle a subi des expériences d'abduction, elle a découvert des implants sur elle et tout. Enfin, c'est une histoire extrêmement compliquée, mais où la personne s'est retrouvée pendant un an dans une timeline alternative. Donc, c'est pas dans le temps, c'est dans une réalité parallèle où les choses sont un petit peu différentes. C'est un petit peu comme dans le film Fringe, par exemple, la série Fringe, où il y a deux réalités. La dimension classique et une autre dimension où il n'y a pas d'avion, mais des dirigeables, qui est un petit peu plus en avance que la, que la timeline que la timeline classique. Et d'autres personnes vivent des expériences de glissement dans d'autres timelines qui sont moins spectaculaires que ceux de Madame X, mais qui sont tout aussi déroutants. Par exemple, je ne sais pas si je t'ai raconté la dernière fois, mais c'était ce garçon de 10 ans qui vivait avec ses parents à proximité d'une forêt. Son père travaillait beaucoup et le garçon était relativement solitaire mais était très heureux parce que ses parents étaient très proches de lui et sa mère était plus qu'une mère, c'était sa mère, mais aussi sa compagne de jeu, sa confidente et tout. Donc globalement, il avait une vie très heureuse. Et il faisait souvent des promenades en forêt avec sa mère venait le chercher de l'école et tout, une vie classique et surtout très heureuse. Un jour, un jour, il se rend compte que sa mère se met à pleurer. Donc, il comprend pas trop pourquoi elle pleure parce qu'elle a l'air heureux avec son père, elle a l'air heureux et tout. Et elle pleure de plus en plus souvent. Donc, il commence à se poser des questions, mais il demande pas à son père pour ne pas le déranger. Et puis après, la mère cesse de pleurer, tout est à nouveau bien et tout, jusqu'à un jour d'été. Donc, c'est les vacances d'été. Le garçon est avec sa mère et sa mère lui dit, ben, va un peu jouer dehors, profiter du beau temps. Quand tu reviendras, je te préparerai ton repas préféré. Son repas préféré, c'était des pâtes ou du macaroni au fromage. Voilà pour la petite anecdote. Donc le garçon va jouer, il rentre, sa mère est contente de le revoir et elle lui prépare son repas préféré. Et là, il a dit c'était le meilleur repas qu'il a jamais mangé de sa vie. L'odeur, il se rappelle de l'odeur, du goût et tout ça. Et il parlait avec sa mère. Après le repas, la mère est montée
pleurer. Donc il se dit, c'est pas normal, ce soir je vais en parler à papa. Donc le père arrive avec un air extrêmement triste et extrêmement sombre. Donc le garçon lui demande, papa, pourquoi maman pleure comme ça? Et le père lui dit, mais tu es complètement fou. Tu es complètement fou. Pourquoi tu dis ça? Et il dit, mais maman pleure. Et le père dit, arrête de me torturer, arrête de me torturer. C'est horrible ce que tu fais. Et le garçon dit, mais je veux savoir pourquoi maman pleure. Et le père lui dit, mais tu sais bien que maman est morte depuis 2 ans. Alors là, le garçon, il commence à hurler, il monte se coucher et il pense faire un mauvais rêve. Mais le lendemain, il se réveille et il voit son père à la table du petit déjeuner, mais pas sa mère. Et le père dit, enfin, tu es réveillé, euh, ta nounou ou ta nanny, comme ils disent aux États-Unis, va t'emmener à l'école. Elle va arriver, t'emmener à l'école. Et là, il voit la nounou arriver, il se met à hurler parce qu'il la connaît pas et tout ça. Et de fil en aiguille, le père l'amène à un hôpital psychiatrique. À l'hôpital psychiatrique, ils disent il faut le soigner et tout ça parce qu'il il ne veut pas admettre que sa mère est décédée, alors que le petit garçon crie, il disait mais non, ma mère n'est pas décédée, je l'ai vue hier et tout. Euh, et c'était un petit garçon très intelligent, donc il voit autour de lui et il se rend compte qu'il doit aller dans le sens des psychiatres. Donc il admet qu'effectivement il n'a pas fait le deuil de sa mère qu'il a tout imaginé. Donc les psychiatres le laissent ressortir, il retourne vivre avec son père, mais une vie très triste. 15 ans plus tard, il écrit à Tom Lyons, qui est un chercheur américain, en lui disant son histoire. Et il dit, j'ai menti au psychiatre pour ne pas rester dans l'hôpital psychiatrique parce que c'était absolument abominable, mais j'ai glissé dans une autre timeline. Du jour au lendemain, ma mère était vivante et s'est retrouvée morte depuis, depuis 2 ans. Mais mon expérience était réelle. Donc quand on voit ça, on voit que c'est beaucoup plus qu'un glissement dans une autre timeline, comme bug dans la matrice. On voit très clairement que c'est quelque chose de voulu, que c'est les entités qui jouent, qui transportent les gens dans des timelines alternatives, des timelines parallèles, encore physiques, et ensuite qui modifient, manipulent la réalité. Et ce phénomène de timeline pourrait expliquer l'effet Mandela. J'y reviendrai peut-être un petit peu après. Et il y a de nombreux cas de personnes qui se retrouvent dans des timelines alternatives où c'est pas forcément leur mère qui est morte, c'est pas forcément tout qui est complètement différent comme avec Madame X, mais c'est des petits détails qui ont changé. Par exemple, il y avait le cas, il y avait le cas de cette dame. Un jour, son mari rentre et lui dit, demain, on va recevoir tes amis d'enfance. Et puis, il donne des prénoms. Et la dame dit, je me rappelle pas du tout d'avoir connu ses amis d'enfance. Donc, le mari lui dit, mais tu es complètement fatigué et tout ça, va te reposer et tout ça. Donc, la dame dit rien et elle commence même à s'inquiéter. Elle dit, je suis certainement en train de perdre la tête et tout ça. Mais le lendemain, il y a 2 personnes qui viennent. Et c'est des personnes qu'elle ne connaît absolument pas. Et pourtant, ces gens semblent la connaître, ils l'embrassent et tout ça. Donc, comme tu peux imaginer comment devait être la scène, parce qu'elle ne les connaissait pas et lui et eux étaient très contents de la voir. Puis, il commence à lui raconter des choses sur son enfance, sur l'école, qu'elle pouvait vérifier. Du reste, simplement, elle ne se rappelait pas de ses souvenirs. Elle se rappelait de l'école, d'avoir connu ces gens dans son école et tout ça, mais ne se rappelait pas des souvenirs, des jeux qu'il racontait et tout. Donc, au bout d'un moment,
la dame a été obligée de leur dire, mais je suis désolé, mais je ne me rappelle pas de vous, je ne me rappelle pas de ce que vous racontez. Je me rappelle bien de l'école, de la classe, de l'institutrice, mais de ce que vous racontez, des jeux qu'on a fait ensemble, je ne me rappelle pas. Donc ensuite, ça a créé des conflits avec son mari et tout ça. Bon, après, ils se sont rabibochés, mais ça, c'est typique d'une expérience où la timeline consensuelle d'une personne est modifiée, où la personne est mise dans une timeline alternative et la réalité est reprogrammée par les entités non humaines parce que il y a ce jeu avec les différentes timelines. Et par exemple, André Daci, qui est un hypnothérapeute très, très honnête du reste, qui travaille sur les abductions, sur les implants et tout ça, il a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé ou des problèmes dans cette timeline et ces problèmes ne sont pas dus à des souvenirs de vie antérieure, ne sont pas dus à des traumatismes et ne sont pas dus à des abductions, mais sont dus à des choses qui sont passées dans des timelines alternatives parce que ça peut impacter sur nous. Par exemple, une dame qui avait des problèmes d'articulation, si ma mémoire est bonne, elle se rappelait elle s'est rappelée avoir eu un accident. Elle s'est rappelée sous hypnose avoir eu un accident dans une timeline alternative où elle était encore avec son mari de qui elle était séparée dans cette timeline. Et cet accident lui avait cassé une épaule et cassé le bras. Donc, ça faisait qu'elle avait des problèmes de tendinite dans cette timeline. Donc, c'est très, très intéressant. Il y a cette espèce de jeu subtil aussi sur les timelines. Et ça pourrait expliquer l'effet Mandela. Parce que pour moi, l'effet Mandela, il y a deux types d'effets Mandela, même trois types d'effets Mandela. Il y a des effets Mandela qui sont dus à ce qu'on peut appeler le contrôle mental pour nous faire créer des réalités alternatives. C'est le cas, par exemple, de Joseph Farrell, un écrivain américain qui un jour, en 2002 ou 2003, est devant sa télé. Et il regarde, il me semble, le Oprah Winfrey Show ou un show très connu aux États-Unis, peu importe. Et on pourrait en dire du reste sur Oprah Winfrey, mais bon, Oui, oui, c'est ça. là n'est Mais bon, pas, non, là, non, c'est pas le sujet, mais on c'est pourrait pas le faire sujet. un sujet. Et donc, dans ce talk show, c'est Michael Douglas qui est interviewé et qui commence à rendre hommage à son père Kirk décédé. Ok, Que Joseph Farrell, il se dit, bon, ben, c'est bien triste, Kirk Douglas est décédé. mais en fait, Et non. puis ensuite, et puis ensuite quelques années plus tard, il voit un article sur Kirk Douglas, et Kirk Douglas est bien vivant. Du reste, il est décédé qu'en 2020 ou 2021 à 102 ou 103 ans. Donc il se dit, j'ai dû rêver de cette émission. Pourtant, je me rappelle bien de cette émission et tout. Et Kirk Douglas, je l'aimais beaucoup dans ma jeunesse, donc ça m'a vraiment marqué. Donc, il rencontre une dame, ils se mettent à parler de Kirk Douglas. Et la dame lui dit, ben, figure-toi que je pensais que Kirk Douglas était mort parce qu'il y a eu fait une émission où Michael Douglas parlait de son père décédé. Et là, Joseph Farrell s'est dit, c'est extrêmement bizarre. Il a enquêté et beaucoup de personnes se rappelaient de l'émission qu'il avait vue, mais cette émission n'avait jamais eu lieu. Donc, pour lui, il y a des technologies qui permettent aux gens de voir des émissions de télévision différentes des autres. C'est des technologies de manipulation de perception, de manipulation même de la télévision et tout ça. Et selon les recherches de Joseph Farrell, c'est fait pour nous faire créer des timelines alternatives parce que c'est des expérimentations, un espèce de jeu mené par les entités non humaines. Après, il y a un effet Mandela qui est dû à la modification de cette timeline. On ne parle pas de timeline alternative, mais on parle de modification de cette timeline. Je m'explique. Les entités
non humaines, les entités sans âme qui tirent les ficelles derrière cette réalité. Donc ça, j'invite vraiment les gens à voir mes autres émissions que j'ai fait avec toi, à voir aussi ma chaîne YouTube, mon site de l'illusion pour bien comprendre ce que sont ces entités et tout ça, voir aussi le travail de personnes comme David Icke, comme Mark Gray et tout ça pour bien comprendre ce que sont ces entités. Mais en gros, notre réalité est contrôlée par des entités non humaines qui, par la technologie, ont mis en place le temps et les timelines. C'est lié à la nature de cette réalité. Donc, ces entités sont capables de modifier la réalité de notre timeline. Je m'explique. Par exemple, on va dire que je découvre un livre qui me réveille à la spiritualité. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé dans les années 90 avec le livre de John Keel. Donc, les entités, les entités peuvent à un moment donné ne pas vouloir que je découvre ce livre. Elles peuvent reprogrammer mon passé dans cette timeline pour que je ne découvre pas ce livre. Et là, ma réalité est totalement transformée. Mais comme elles reprogramment très souvent le subconscient, on ne s'en rend absolument pas compte. Mais ça pourrait être, par exemple, je ne serais pas en train de donner cette émission, ça serait quelqu'un d'autre et ça changerait. Comme ça, tu ne te rendrais pas compte, je ne m'en rendrais et j'aurais peut-être une vie totalement différente, complètement différente, mais je m'en rendrais même pas compte. Et ça, c'est les reprogrammations de timeline individuelles. Ou bien, ça pourrait être moins spectaculaire. Je pourrais avoir à peu près le même genre de vie, mais ne pas du tout être ouvert sur la spiritualité, sur ces sujets. Et simplement, je pourrais me dire, par exemple, en voyant le livre de John Keel, c'est bizarre, mais il me semblerait que j'ai déjà lu ce livre, oh, et puis je dois arriver. Est-ce que tu vois un petit peu? Ça, c'est la programmation des timelines individuelles. Donc, ça fait que on peut avoir constamment notre passé qui est reprogrammé. Donc, c'est pareil avec la timeline collective. Parce que l'histoire, ça fait partie de cette timeline, c'est le programme des entités non humaines. Donc, par exemple, les entités non humaines peuvent mettre en place cette timeline, cette réalité consensuelle, où Mandela est mort dans les années 1980. Ensuite, ça ne convient pas au programme ou au jeu des entités non humaines, donc elle reprogramme cette timeline pour faire que Mandela ne meurt pas dans les années 80, mais deviennent président de l'Afrique du Sud et tout cela parce que ça fait partie de leur jeu, parce que ça convient à leur plan. Et c'est un exemple comme un autre. Donc, elle reprogramme le subconscient des gens pour qu'ils ne se rappellent pas de l'ancienne version de la timeline, mais il peut y avoir des personnes qui, délibérément ou non, se rappellent de l'ancienne timeline et seront ces personnes qui décriraient l'effet Mandela parce qu'ils se rappelleraient de l'ancienne timeline. Je ne sais pas si tu as trop, si tu as trop compris les, les choses, si je Les m'exprime bien. différences, si, 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 si. C'est très intéressant parce que je ne l'avais jamais entendu parler comme ça. Et là, c'est significatif. Les différences, je les comprends tout à fait bien. Et je comprends même d'ailleurs, du coup, mieux l'effet Mandela en question parce que c'est ce que je disais au tout début de l'interview. Le fait de dire que, tiens, le tel logo était comme ça avant et maintenant il a changé, etc. Moi, je dis que c'est pas trop enfin, limite, c'est pas important. Alors oui et non, mais en fait, ça reste du visuel, ça reste des choses quand même basiques. Je sais pas si tu veux en parler. Et je pense que là, c'est aussi l'effet Mandela inversé, là où on te donne une fausse idée, où tu as l'impression que, ah bah oui, effectivement, le logo, il a pas cette couleur-là, donc, ou alors, je sais pas, ou tel, ou, en fait, c'est pas important et surtout bah, pire que ça te perturbe en fait finalement un peu plus. Et comme c'est ce que je disais, on n'a pas forcément la mémoire de tout. Heureusement quelque part, sinon on serait un peu tous fous. Euh,
Bah, je pense que voilà, du coup, on en fait un effet Mandela en se disant, bah, tiens, c'est vrai qu'il était pas comme ça, machin. En fait, c'est pas important, mais encore une fois, c'est quelque chose d'inversé. Là, enfin, je sais pas si toi tu veux rajouter un mot là-dessus ou. Oui, effectivement, ça peut être de l'effet Mandela inversé, ces petits logos, tout ça, ou ça peut être du vrai effet Mandela, mais en fait, d'une manière ou d'une autre, l'attention est focalisée sur ça pour ne pas voir les implications de l'effet Mandela, de la reprogrammation des timelines. Et là, c'est une implication au niveau individuel et au niveau collectif. Et ça, c'est ça qui est beaucoup plus inquiétant. C'est ça qui semble, c'est ça qui semble arriver. Parce que, par exemple, il y a des personnes qui, qui décrivent, ça s'est passé, j'en ai parlé il y a quelques années avec une personne qui était dans une ville de France. Et elle se rappelait toujours que dans un certain quartier de cette ville, il y avait un immeuble qui tombait en ruine. Donc, elle en parlait avec une de ses copines. Et sa copine lui dit, mais non, il n'y a jamais d'immeuble qui tombe en ruine ici. Il y a un immeuble qui est là depuis 15 ans, un très bel immeuble. Et elle y va avec sa copine, et effectivement, il y a un très bel immeuble, plutôt moderne, qui est là, bien entretenu, en bon état et tout. Donc on voit très clairement que la réalité de cette personne a été reprogrammée autour d'elle, ou bien, et c'est le troisième effet Mandela, qu'elle a été changée de timeline, mais une timeline très proche de sa timeline originale, où la réalité est la même, mis à part quelques détails. Et ça, c'est les entités qui prennent une personne, la transfèrent dans une autre timeline, reprogramment la personne et l'autre timeline pour les accorder, et puis ensuite effacent la personne de, de l'ancienne timeline. Et c'est logique parce que si on voit que cette réalité fonctionne à un niveau comme une simulation, comme un jeu vidéo hyper sophistiqué, parce que c'est plus qu'un jeu vidéo, mais le fonctionnement est similaire. Même les pixels et tout ça, ça pourrait correspondre aux particules élémentaires et tout ça. Enfin, je vais pas trop élaborer là-dessus, mais il y a des informaticiens et des chercheurs en physique qui commencent à dire que la réalité fonctionne comme une simulation. Oui, parce qu'à ce qui paraît l'effet du toucher, là, c'est vraiment une petite parenthèse. J'avais lu ça il y a longtemps, hein. Mais l'effet du toucher, en fait, on touche rien. Soi-disant, on toucherait rien, en fait, parce que C'est enfin, du voilà, vide. c'est du vide. Donc, enfin, bref. Oui, on rentre dans des trucs, mais c'est tellement énorme, ça Ouais, dépasse notre manière de voilà, conceptualiser voilà, voilà. en trois dimensions. Donc, pour résumer, cette réalité fonctionne comme une simulation très sophistiquée. Donc, ceux qui programment cette réalité, il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour changer la réalité d'une personne ou pour changer une réalité collective. Et parfois, ça peut être dramatique parce qu'il y a des gens qui sont effacés, des timelines, de la timeline, de la réalité consensuelle, ou effacés ou envoyés dans d'autres timelines. En 1970, l'écrivain français Guy Tarade disait qu'il manquait 5 millions d'Américains. Donc il y a énormément de disparitions mystérieuses qui sont liées aux abductions, qui sont liées aux réseaux sataniques et tout ça, des disparitions inexpliquées. Mais il n'y en a pas 5 millions, il y en a des dizaines, voire des centaines de milliers, mais pas 5 millions. Donc là, il y a un autre phénomène. Donc, j'ai mis une hypothèse, et c'est une hypothèse qui n'engage que moi, que ces gens-là ont pu être tout simplement effacés de la réalité. Et comme il y a une reprogrammation du subconscient, les gens ne se rendraient même pas compte que des personnes ont été effacées. Et parfois, des gens sont effacés, mais les entités gardent le souvenir de la personne. Et là, c'est dramatique. Ça explique peut-être certaines disparitions mystérieuses où des gens sont en train de marcher et ils se retournent et la personne qui est derrière a totalement disparu. Ça peut être une abduction, ça peut être un passage dans un vortex ou ça peut être un phénomène d'effacement. Et encore une fois, ce phénomène est montré dans la série Fringe, qui est très intéressante, où le héros, Peter Bishop, est effacé littéralement de la réalité. Personne ne se rappelle de lui, ni sa collègue du FBI, qui est d'ailleurs aussi
sa, sa future femme, ni son père, ni ses amis. Personne ne se rappelle de lui. Et il a été effacé, puis après il réapparaît d'abord comme un fantôme, puis de plus en plus réel. Donc euh, ce concept d'effacement de personnes, c'est très très inquiétant. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les entités semblent littéralement jouer avec nous, un peu comme on joue avec un jeu vidéo, comme avec des personnages de jeux vidéo. Ça, Comme les Sims, hein, par exemple. Et je le rappelle encore une fois dans le Retour vers le futur, c'est ça, hein, je crois que c'est dans le premier épisode ou dans le deuxième, je ne sais plus, dans le deuxième, je pense, où effectivement on voit Marty, McFly, je pense, qui disparaît de la photo, quoi, parce qu'en fait, justement, la timeline a été modifiée, hein, avec son voyage dans le temps, etc., où il retourne, etc., comme tu l'as bien expliqué, dans un 1985 parallèle. Et donc sa photo disparaît. En fait, et donc c'est tout à fait ça en fait. Et personne ne pourra se rendre compte de cette réalité. Moi, ce jeune homme que tu m'as raconté, c'est horrible comme histoire parce que c'est horrible parce que le pire c'est que je la crois. Je le crois en fait. Je crois cette histoire au féminin, mais je le crois lui complètement parce que je suis certain qu'il a vécu deux timelines, qu'il a été transporté dans une timeline différente. Mais nous, on peut pas s'en rendre compte puisque tout est modifié, comme tu viens de le dire. Et et donc, heureusement, du reste, que souvent le subconscient est reprogrammé. Sinon, si ça arrive comme ce jeune homme et qui se rappelle l'ancienne timeline, ça rend complètement fou, ça rend ah triste. oui, ça voudrait dire qu'en fait, quelque part, on aurait beau noter quoi que ce soit comme information sur notre vie, sur nos souvenirs, pas comme il y en a qui font leur diary, hein, leur agenda personnel, comment on appelle ça, un livre intime, enfin voilà, où ils notent tout, où ils notent absolument tout ce qu'ils font, etc. On pourrait noter tout ce qu'on veut, que finalement, en ayant un doute sur le passé, comme tous les exemples que tu nous as cités dans cette émission, sur tel ou tel souvenir, on aurait beau retourner dans tel souvenir écrit, filmé, enregistré, enfin peu importe, qu'on ne retrouverait même pas ces enregistrements et ces notes, parce qu'elles seraient aussi également modifiées. Et ça s'est changé avec la timeline. C'est un truc qui est complètement fou. Et on en vient à des concepts, tu vois, et c'est très intéressant que tu aies parlé de ça, comme la tartaria. La tartaria, c'est quelque chose d'extrêmement Ah oui, intéressant. ah C'est oui, vraiment passionnant. Je commence vraiment à m'y ah intéresser. oui, 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 J'ai vraiment. discuté avec quelqu'un qui est spécialiste de la tartaria, Oui, qui en connaît énormément plus que moi, mais c'est super, super, super passionnant. Et même quand on va à Paris, par exemple, on voit que des immeubles comme Notre-Dame, même comme l'hôtel de ville et tout ça, ne pourraient pas avoir été construits avec les technologies de l'époque. De même, surtout à Londres, à Londres, mais aussi à Paris et dans beaucoup de grandes villes, il y a des entrées qui sont en sous-sol littéralement. Par exemple, à Londres, pour entrer dans des maisons, il faut marcher descendre des escaliers pour prendre une entrée en sous-sol. Donc, ça montre vraiment qu'il y a quelque chose derrière ça. Il y a même, euh, il y a même un chercheur américain, Goro Adachi, qui dans les années 2000 montrait que les fleuves étaient des constructions artificielles, au moins certains fleuves et tout. Donc après, est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'il disait? Je ne sais pas, mais le thème est là, le thème est là. Donc, la Tartaria, beaucoup de gens disent, en gros, qu'il y a eu un cataclysme et que, et que ça a détruit cette civilisation et qu'ensuite, certaines entités ou les autorités nouvelles ont tout effacé, ont fait que les gens détruisent leur mémoire de cette période et tout ça. Moi, je pense que ça va bien au-delà de ça, parce que sinon, il serait resté toujours des bribes et tout ça. Mais là, il ne reste rien, à part des édifices, des artefacts qui ne sont absolument pas à leur place. Donc, on peut émettre l'hypothèse que la Tartaria était un espèce de faux âge d'or utilisé pour nous leurrer à consentir à cette fausse création,
qu'à un moment donné, comme un faux âge d'or n'apporte pas suffisamment d'énergie à ces entités qui se nourrissent de nos énergies, une timeline synthétique a été greffée sur cette timeline originelle. La timeline synthétique, ça serait notre histoire globalement qui aurait été programmée par des entités non humaines. Et là, la timeline originelle a été a été effacé au profit de la timeline synthétique. Et les entités ont gardé quelques vestiges de la timeline originelle pour, euh, pour générer la controverse, parce qu'elles aiment beaucoup générer la controverse et tout ça, et pour nous faire tourner en rond, parce qu'elles aiment nous voir tourner en rond. Et ce qui est bizarre, c'est que cette timeline originelle, les entités leur donnent aux gens des bribes en fonction de leurs croyances. Quelqu'un qui va faire des recherches sur la Tartaria en y croyant, il découvrira des artefacts qui prouvent la Tartaria. Mais littéralement, ça c'est. Il y a énormément de choses. Quelqu'un qui fera des recherches sur l'histoire classique et qui croit à l'histoire classique découvrira des artefacts qui prouvent l'histoire classique. Pourquoi? Parce que les entités manipulent en permanence les timelines et vont brancher une personne sur une timeline ou une autre en fonction de leurs croyances. C'est comme le débat Terre ronde, Terre plate. Pour moi, c'est un faux débat. Je vais te dire pourquoi. Parce que les entités sans âme, elles peuvent modifier la timeline et si une personne croit que la Terre est plate, elles modifieront la timeline et elle verra la Terre plate, elle mesurera que la Terre est plate, les appareils de mesure mesureront que la Terre est plate et une même personne qui, dans les mêmes conditions, croirait en la Terre ronde, les entités lui feraient une réalité physique, littéralement, pour qu'ils perçoivent la Terre ronde. Ces appareils de mesure perçoivent la Terre ronde, donc il y en a pas, et les deux ne mentent pas. C'est deux réalités, deux timelines qui coexistent. Donc ça va très très loin. J'ai reçu le témoignage d'une personne qui a vu littéralement une planète effacée devant elle. Donc c'était une personne qui s'intéressait qui s'intéressait à l'astronomie. Et un jour, elle va au supermarché et elle voit une étoile qu'elle ne connaît pas. Elle se dit, c'est vraiment bizarre parce que je connais toutes les étoiles, c'est ma passion, c'est quoi cette étoile, c'est quoi cette planète? Donc, euh, donc, voilà, elle se dit, c'est bizarre, c'est pas un ovni, c'est quelque chose qui est au même niveau que les étoiles, mais qui ne devrait pas être là. Donc, se dit, c'est extrêmement bizarre. Et elle rentre dans le supermarché, fait ses courses, et quand elle ressort, l'étoile, l'étoile qui ne devait pas exister, a disparu. Donc, de fil en aiguille, ensuite, la personne s'est mis, la personne a dit si ça serait pas la planète Nibiru et tout ça. Et Nibiru, c'est pareil, c'est quelque chose qui est programmé, à mon sens. Ce n'est que mon hypothèse dans cette réalité par les entités non humaines pour faire croire aux gens qu'il va y avoir un cataclysme imminent et quelque chose et activer le programme du faux sauveur externe. Et là encore, Nibiru est vu en fonction des croyances de la personne. Il y a des personnes qui ont photographié Nibiru parce qu'ils y croyaient, donc les entités leur programment une réalité où Nibiru est là, mais d'autres personnes qui ont photographié dans des mêmes conditions et qui n'ont rien vu du tout parce que les entités ne les branchent pas sur la réalité Nibiru. Pourquoi? Parce qu'elles jouent, elles modifient les timelines, la réalité aussi en fonction, en fonction de nos croyances. Elles nous font voir à un niveau ce qu'on a envie de voir. Et c'est ça quand on est dans une matrice, une fausse création et tout cela. C'est que la réalité est modifiée en permanence.
Mais ça me rappelle plusieurs choses dans tout ce que tu as dit. C'est très intéressant, Paul, hein, comme d'habitude. J'apprends plein de choses et j'espère que vous aussi, chers auditeurs. Mais ça me rappelle l'OVNI que j'ai filmé. Donc, j'ai fait aussi une petite vidéo là-dessus en 2010. Et je m'étonnais que cet OVNI qui s'est trimballé pendant plus de 5 heures dans le ciel et au-dessus du Parc Royal, en plus, à peu près à la hauteur du Parc Royal, chose que je vais dire, tout véhicule un peu étranger serait vite éjecté en général. Et donc, je veux dire, j'ai l'impression d'avoir été le seul à le voir avec ma femme, bien sûr. Je l'ai filmé, donc ça, la caméra l'a pris. J'ai pas rêvé, hein, vous irez voir. Mais j'ai vu personne d'autre diffuser la vidéo de cet ovni, ou même pas une photo. Il y a même personne dans tout ce quartier-là de Bruxelles qui a pris une seule photo de cet ovni qui était, je te dis, mais visible comme un bouton au milieu du visage, quoi. C'était, enfin, tu pouvais pas le rater, c'était en pleine journée en plus, et il s'est trimballé pendant plus de 5 heures, de gauche à droite, donc ça pourrait expliquer ça, entre autres. Puis aussi par rapport à ce que tu disais, mais donc c'est complètement fou, hein, donc, et donc par rapport aussi à comment par rapport à ce que tu disais de tout à l'heure avec cette dame qui restait un an dans cette autre dimension, bah, ça me rappelle aussi le fameux film que j'invite aux auditeurs d'aller voir, que tu as certainement déjà vu, hein, The Others, avec film espagnol avec l'ex-femme de Tom Cruise, enfin bref. Euh, oui, Nicole Kidman, voilà, et qui, en fait, je vais pas spoiler le film pour ceux qui n'ont pas vu, parce que franchement, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est un film qui raconte, entre autres, une histoire de fantôme, on va dire ça comme ça. Et pour ne pas vraiment pas du tout spoiler le film, les deux gamins veulent en fait sortir de la maison et ils vont dans le parc. Et en fait, ils arrivent, tu sais, tout le long d'une allée avec plein d'arbres, il y a du brouillard au fond. Et en fait, ils peuvent pas aller plus loin. Ils peuvent absolument pas aller plus loin, ils peuvent pas aller voir au-delà parce qu'ils voient quelque chose au-delà du brouillard en fait, mais ils savent pas y aller. Chaque fois, ils sont rappelés. Si tu veux, à la maison de là où ils sont, quoi. Enfin, bref, voilà. Donc, mais ça m'a fait vraiment penser à ça. Ou comme dans certains jeux en 3D, hein, pour ceux qui sont des gamers et qui, comme moi, donc, où il y a certaines limites de monde, hein, où tu peux pas dépasser. Bon, là, c'est limite de programmation, mais encore une fois, limite de programmation, c'est du codage. Et donc, quelque part, programmation, ben, c'est la même chose, hein. Tout ce qu'on est en train de dire, finalement, c'est exactement la même chose. Paul, là, depuis une heure, c'est exactement la même chose, quoi. C'est bien la preuve qu'on est dans une simulation. Enfin, bref. Mais donc, il y a plein de choses comme ça que tu couvres et qui me parlent énormément. Et je suppose que les auditeurs ont encore peut-être plus à dire. Donc, n'hésitez pas, chers auditeurs, à vraiment dire ce que vous pensez, comme vous l'avez d'ailleurs fait dans la vidéo précédente. Donc, Paul, oui, oui, voilà. Donc, Mandela, Tartaria, c'est un truc de fou. On avait fait d'ailleurs, je fais un coucou à Franck, peut-être qu'il nous écoute ou pas. Là, je sais qu'il est en voyage sabbatique hors d'Europe et on a fait un super sujet avec lui. Et un garçon vraiment passionné. Par ce sujet, il y en a d'autres aussi, mais vraiment, voilà, c'est aussi quelque chose d'affolant. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais au point de vue Tartaria, ils font même, enfin, il y a même des photos de villes. Alors, je crois que c'est en Amérique, hein, quand l'Amérique se construisait, on va dire, à peu près, hein, dans années 1800 et des. Euh, et où il y a un quartier, je mettrai, si je retrouve les photos, je mettrai les photos, elles défilent normalement, si je les ai retrouvées. Et c'est tout un quartier où il y a absolument personne dans les rues. Mais personne. Donc comme si c'était Hollywood, tu sais, qui prépare déjà le décor, avant même, alors qu'on le sait très bien, un quartier, ben, ça se construit au fur et à mesure. Mes parents, Bruxelles avant, c'était un champ, enfin des champs plutôt. Et eux, ils ont connu ça, voilà, même des marais, hein. D'ailleurs, Bruxelles, c'était carrément des marais. Mais ils ont connu l'époque où c'était des champs, il y avait quelques rues, et voilà. Et puis tout d'un coup, hop, on construit un autre building, on construit une autre rue. Enfin, ça se fait au fur et à mesure. Mais là, sur ces documents que j'ai trouvés sur un groupe Facebook Tartaria, qui m'a l'air pas mal sérieux quand même, parce que je sais bien, oui, on va dire Photoshop, tout ça, d'accord. Mais
À un moment donné, faut dire Photoshop, d'accord, on le reconnaît, ou l'intelligence artificielle, hein, dont on parlait la fois passée. Tout ça, on le sait très bien, c'est une manipulation d'imagerie, hein, finalement, mais il y a aussi quand même des photos inquiétantes. Et là, en l'occurrence, bah, si vous les voyez, si je les ai retrouvées, ce grand quartier où il y a absolument personne, et vous pouvez regarder dans tous les sens, il n'y a pas de voiture, hein, pas de voiture, il n'y a personne, on se croirait dans le prisonnier, tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment Hollywood. On prépare en fait mais là, c'est même plus un quartier, on prépare une ville et où les gens vont être placés après en fait. C'est, c'est, c'est. Et les gens ne se rappellent même pas, à mon avis, d'avoir été placés là, puisqu'il y a des manipulations de la réalité et Ah tout ça. oui, oui, C'est une hypothèse, encore une fois, on est dans le domaine de l'hypothèse. bien sûr, on en parle librement, c'est certain. Mais Ouais. justement, il y a des exemples de personnes aussi qui se retrouvent dans des villes fantômes, c'est-à-dire ils vont dans des villes et ils sont très contents ou des villages et après ils recherchent à nouveau ces villages, ils ne les trouvent pas sur la carte et tout ça. C'était une dame qui, si ma mémoire est bonne, alors ça, je m'en rappelle vraiment de mémoire, mais c'était un témoignage sur YouTube, donc je ne sais pas si c'est exact, mais un jour, elle partait d'Alaska pour rejoindre la Californie ou l'Oregon, enfin un très grand voyage. Et à un moment donné, en Oregon ou dans l'État de Washington, peu importe, euh, elle et sa fille étaient fatiguées, donc elles décident de s'arrêter au prochain village. Et là, elles vont dans un village. Et c'est contemporain le cas, dans les années 2000, peut-être 2010. Dans le, elles vont dans le village, elles trouvent un motel et tout ça très sympathique. Et puis après, elles vont un peu se promener dans le village et elles voient beaucoup de personnes, très probablement de nationalité coréenne dans ce village, beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de restaurants coréens, et puis en même temps aussi des restaurants américains et tout. Donc, elles décident de manger dans un restaurant coréen. Et elles mangent un magnifique repas coréen. Le lendemain matin, elles repartent. Et puis elles sont fascinées par ce village. Elles disent c'est beau, il y a à la fois un mélange de culture américaine et de culture coréenne. C'est extrêmement étrange, c'est pittoresque aussi. Et puis on a vraiment bien mangé. Il faudra qu'on y retourne. Donc quelques mois après, elles cherchent ce village et elles ne le trouvent jamais, comme si elles avaient été dans une réalité différente pendant un certain temps. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça, de villes, d'endroits qui n'existent pas. Un cas aussi très connu, c'est l'île de High Brasil. High Brasil, c'est une île au large de l'Irlande. Beaucoup de marins y sont allés et l'ont même exploré, puis ils y retournent quelques années plus tard pour tenter de l'explorer. Ils ne la retrouvent jamais. C'est quelque chose qui est parfois programmé dans cette réalité, parfois qui en sort. Donc ça va très très loin. Mais en France, tu as parlé du triangle des Bermudes. En France, il y a le fameux triangle de la Burle. Normalement, je vais peut-être en faire un sujet à la rentrée. Si tout va bien, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi. Et aussi par rapport à tout ce dont on a raconté, avec changement d'époque, machin, et compagnie. Ma femme et moi, je me rappelle de ça maintenant. En fait, donc maintenant, je vis à la campagne, j'ai quitté Bruxelles. Et un jour, alors je précise que c'est la campagne. Pourquoi? Vous allez comprendre. Ma femme et moi, en fait, on rentrait, je sais plus, on a passé une journée, je sais plus où ouais, exactement, mais loin de chez nous, quand même, assez loin de chez nous. Puis à un moment donné, donc en fin d'après-midi, on était à peu près un peu comme maintenant. Enfin, on était en printemps-été, on va dire ça comme ça, ou fin de l'été, je sais plus trop. Il fait clair assez tard en tout cas, et on rentre, donc on retourne chez nous et on se paume un peu en fait. Ça c'est donc assez courant finalement. Ouais, on se perd un petit peu. Le GPS nous fait faire un tour
je sais pas, un détour, hein, on va dire ça comme ça. Alors on en rigole parce que de toute façon on sait qu'on va retrouver. On était quand même fatigué, hein, c'est quand même aussi important à dire, fatigué, voilà. Et on parcourt vraiment toute une route, voilà, au milieu des champs, hein, comme ça arrive souvent en campagne, quoi. Et on arrive dans un village, oui, on peut dire un village, absolument. Et bon, là, le GPS nous retrouve apparemment le chemin. On doit tourner un peu plus loin à droite. Mais avant d'arriver à ce tournant, en fait, on rencontre deux dames et ma femme qui m'écoute, je suis sûr que voilà, elle va dire ah oui, oui, ça, je me souviens. Et on voit en fait une femme sortir d'une ferme. Bon, jusque-là, en campagne, c'est normal. Sauf que alors je sais plus comment ça s'appelle, ça, c'est une espèce de chariote, hein. Il y en a qui vont dire chariot. Tu sais, où on transporte la paille notamment, où on peut transporter un tas de trucs avec des grandes roues, quoi. Enfin voilà, c'est un outil finalement à la campagne assez utile, mais tu sais, elle le porte comme ça, en plus, voilà, elle a une longue robe noire, je crois maintenant, tu sais, elle a même pas un fichu sur la tête, d'ailleurs, ouais, il me semble que c'est ça, elle a un fichu sur la tête blanc ou noir, je sais plus, tiens, pour le coup, chose que je ne vois plus jamais ici en Belgique. Alors, il y a une autre femme ou sa fille ou j'en sais rien. Enfin, son mec c'est de la famille, pareil, hein, une longue robe. Ah, bah un peu, je vais pas dire, mais un peu comme je sais pas si c'est les Mormons ou si c'est non plutôt Les Amish. les Amish plutôt. Voilà. Et donc je me dis, où est-ce qu'on est tombé ici? Tu sais, je dis, mais enfin, allez, sans être péjoratif, tout ça, voilà, peu importe. Hein. C'est la campagne, donc il y a pas de problème avec ça. Mais quand même, à un moment donné, tu te dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? En fait. J'ai même d'ailleurs dur à le dire parce que c'est comme si j'avais cherché ce souvenir, mais je sais qu'on l'a vu. Et donc vraiment, donc ces deux personnes-là voilà, qui vivent leur vie de campagnard, on va dire ça comme ça. Du coup, on arrive à ce fameux tournant. Le GPS, donc, on voit qu'on arrive plus ou moins à notre destination, dans la bonne direction en tout cas. Et là, plus loin, pareil, un couple homme-femme qui ou deux femmes, je crois que c'est deux femmes plutôt aussi pareil. Non, non, c'était pas homme-femme, c'est deux femmes, donc mère et fille on dirait plutôt, hein, parce qu'il y avait un âge différent. Et là elle marche comme ça vraiment voilà côte à côte et bon nous on roule lentement parce que la rue est pas très très large, hein, encore une fois hein, une rue de campagne quoi. Et mais elles nous ont regardé comme si, je sais pas, elles se sont retournées comme ça, mais comme si on venait de la planète Mars, quoi, en somme. Ça m'a fait vraiment bizarre. Je te dis, on a rigolé parce qu'il valait mieux en rigoler, mais c'est quelque chose que je me souviendrai d'ailleurs, je pense toujours. D'ailleurs, la preuve, je t'en parle, ça fait au moins 3 ans, cette histoire-là, je crois, hein, 2, 3 ans, je sais plus. Et vraiment, ça m'a fait penser, voilà. Et le pire, c'est qu'on a rencontré personne d'autre. Il n'y avait pas de. Comment est-ce que je veux dire? Parce que ces gens-là aussi, en fait, j'ai oublié de le préciser, ils étaient habillés un petit peu dans des costumes un peu à l'ancienne, quoi. Voilà, longue robe, quelque chose de très classique. Tu sais, col jusqu'ici pour pas laisser. Il y a peut-être dans ce village, il faudra peut-être que je fasse une petite enquête. Hein. Si ça se trouve, il y a peut-être des Mormons qui habitent là ou des. J'en sais rien en fait. Ou des Amish, comme tu dis. Peut-être qu'il y a une communauté et j'en sais strictement rien en fait. Je me suis pas renseigné, j'avoue. Mais ça m'a fait quand même bizarre, ça nous a fait bizarre sur le moment même. On a vraiment senti cette espèce de bulle où on arrive dans quelque chose qui nous appartient pas. Voilà. Et, Ouais, et on n'a pas rencontré d'autres voitures, on n'a pas rencontré personne d'autre dit moderne, entre guillemets. Hein. Et donc ouais, on est ça, sorti on est sorti de ce chemin plus loin et voilà, on est retourné sur l'autoroute. oui, ça peut être Je sais pas. d'autres des expériences peut-être de voyage dans le temps, dans d'autres timelines et tout, parce que, à ma connaissance, en Europe, il n'y a pas de communauté amish ou mormone, en tout cas, Ben, pas. c'est ça, c'est ça. Donc, il faudrait que je gagne. Maintenant que j'en parle, j'ai envie de savoir. Donc, mais je ne me suis jamais posé la question. Et je crois que quelque part, ce souvenir, en fait, nous a fait tellement sourire et en même temps donner quand même quelques frissons, hein, parce que c'était quand même un peu vraiment un peu spécial. Donc,
Donc voilà, enfin, c'était la petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je me souviens là maintenant et que j'avais envie de partager avec vous. Et toi aussi, Paul, bien sûr. Donc voilà, je crois que je sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose pendant qu'on a fait plus ou moins le tour de cette question de manipulation. Alors oui, toi, tu as évoqué les reptiliens, entre autres. Est-ce que ça voudrait dire que ceux qui manipulent ce temps, finalement, ont justement une emprise sur comment est-ce que je veux dire, donc ne sont pas pris, eux, dans cette timeline, quelque part? Parce que pour modifier cette timeline, bah, quelque part, il faut être en dehors de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Je pense que le temps est issu de leur technologie. C'est comme les personnages d'un jeu vidéo, par exemple. Le temps du jeu vidéo les affecte, alors que le temps du jeu vidéo n'affecte pas le programmeur qui peut à tout moment reprogrammer ce jeu vidéo et tout ça. Donc je pense qu'ils sont au-delà du temps tel qu'on le connaît. En tout cas, pas au-delà de la dévolution, puisqu'ils n'ont pas de connexion divine, donc ils dévoluent. Mais la dévolution, c'est indépendant du temps, parce que temps et dévolution, c'est pas la même chose. Je vais te donner un exemple. Quand un DVD s'use, c'est tout le film du DVD qui s'use. C'est pas seulement le début ou la fin du film qui s'use. DVD qui s'use, la couleur devient moins belle et tout ça. Donc la dévolution, c'est ça avec ces entités, c'est qu'elles n'ont pas de connexion divine et c'est pour ça qu'elles utilisent nos émotions et tout ça pour nous vampiriser. Mais oui, elles sont complètement au-delà du temps tel qu'on le connaît. D'ailleurs, des gens qui ont été dans les dimensions de ces autres entités disent que le temps ne passe pas. Par exemple, à l'époque, l'expérience de Philadelphie, selon Philippe Brognaud, il y a eu une autre expérience qui a été menée donc dans les années 40, où des gens n'ont pas été envoyés dans le temps, mais ont été envoyés dans le passé. Donc, donc Philippe Brognaud a recueilli le témoignage d'un marin et eux, ils ont été mis dans un bateau et ils pensaient, comme pour l'expérience de Philadelphie, qu'ils allaient faire une expérience d'invisibilité au radar. Donc, ils se sont retrouvés d'un coup, ils ont branché les systèmes et ils se sont retrouvés d'un coup dans une espèce de mer absolument sale, huileuse, avec peu de luminosité, comme du reste dans la timeline décrite par cette Madame X. Et ils étaient tous inquiets et tout, mais tous vivants. Et ils ont été interceptés par des entités de type reptilienne qui les ont enlevés. Et là, ils ont passé des semaines absolument abominables, torturés par ces entités et tout ça. Certains, la plupart des marins sont morts ou sont devenus fous, sauf deux ou trois, dont celui, bien évidemment, qui a témoigné. Au bout de plusieurs semaines passées avec ces entités, ils se retrouvent comme ça, à nouveau, dans la timeline classique, dans l'Amérique des années 40, dans leur bateau. Et l'armée arrive et donc la plupart des soldats sont morts et fous. Quelques-uns sont à peu près bien, mais très traumatisés par cela. Et en fait, il s'était écoulé que 2 ou 3 secondes. Ils, si tu veux, les marins avaient vécu une expérience dans notre timeline de 2 ou 3 secondes, alors qu'ils avaient passé des semaines dans une autre timeline au moins d'entités. Donc, on voit bien que ces entités, le temps est complètement différent pour ces entités. Et on voit bien que le temps est issu de technologie parce que les morts selon les témoignages de médiums, ont une conception différente du temps. Ce qui est que les morts ont un certain degré de clairvoyance et tout. C'est pas qu'ils ont des pouvoirs supplémentaires et tout. C'est que le temps passe différemment pour eux. Donc, ils ont une autre vision du temps. Donc, on voit bien que le temps, c'est issu des technologies de ces entités qui sont au-delà du temps. C'est ça, et exactement, et tu fais bien de le dire, parce que, voilà, pour revenir 2 secondes sur, c'est le cas de le dire, sur, sur les rêves ou les voyages dans l'astral, en tout cas que chacun de nous fait, hein, en fait, quelque part, sans le savoir. Hein. La plupart des gens lambda, on va dire, eux, ils font que rêver, et puis c'est tout, hein, d'après eux, mais en fait, il y a des choses bien plus complexes que ça. Et là, pareil, les scientifiques d'un côté vont dire que le rêve,
ne dure que 2, 3 secondes, même pas. Et en fait, quand toi tu racontes ton rêve, t'as vécu ça, t'as vécu ça, t'as limite vécu une journée, quoi, une journée entière, ou alors plusieurs séquences, hein, plusieurs différentes séquences aussi, où tu te retrouves dans un scénario, après tu te retrouves dans un autre scénario. Et en fait, ça dure, quoi. Je veux dire, tu pourras en parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus long que ça. Or, soi-disant, voilà, les scientifiques du sommeil vont proclamer, ah oui, mais ça dure une fraction de seconde, ça, machin, bon, bref. Non, non, je suis désolé, pas dans cette autre timeline-là. Donc, c'est bien la preuve, encore une fois, qu'il y a une modification du temps, que le temps, en tout cas, dit linéaire, hein, puisque si on repart avec ça, cette dimension, on va dire, puisque c'est une dimension finalement, hein, l'espace est une dimension, le temps c'est une dimension, on va dire ça comme ça. Eh ben, cette dimension du temps, voilà, elle peut être modifiée dans tel ou tel état. Finalement, c'est un état dans lequel le temps se trouve. Il va être différent pour chacun et même parfois d'ailleurs très différent. C'est ce qu'on vient de voir justement dans cette émission. Et ça fait froid au dos parce que quelque part, ouais, parce que quelque part, c'est quelque chose, comme tu dis, d'important d'en parler. Parce que comme tu dis, hein, si ça se trouve, d'un coup de baguette magique, tout ça, peut-être qu'on n'en parlera plus parce que on n'a plus l'autorisation d'en parler, parce que ce scénario aura été modifié, parce que cette timeline fera que on a absolument aucune notion de tout ça. Donc là, on est en train de le dire, bah, profitons-en. L'important, c'est justement d'être conscient, de Oui, parler de ça, parce que plus on est conscient, moins elles ont d'impact sur nous, toutes ces entités, tout ça. voilà, je pense que exactement. Je pense que si on arrivait à conscientiser bah, tous ces phénomènes dits étranges et qui finalement sont tout à fait normaux, entre guillemets, on va dire ça comme ça, hein, prendre des pincettes, c'est que on se fera peut-être moins happer par une timeline qui pourrait nous être imposée et qui pourrait surtout nous faire oublier bah, finalement notre véritable nature, notre véritable, voilà, notre véritable source d'amour que nous on est, hein, contrairement à ces entités-là. Et voilà, donc vraiment, on doit vraiment véhiculer ce message et surtout cette idée, encore une fois, voilà, comme Paul l'a dit, bah, c'est hypothèse ou pas. En tout cas, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Il y a beaucoup et encore une fois, dans tous les domaines, dans toutes les strates, quel que soit le niveau mental de conscience, peu importe, encore une fois, ou d'éducation, peu importe, ce sont des sujets, ce sont des témoignages qu'il faut écouter, et il faut bien se rendre compte qu'on peut vivre tous ces cas-là, du jour au lendemain, sans s'en rendre compte. Et voilà. Donc n'hésitez pas, hein, chez les auditeurs, si vous avez vécu ce genre de trucs, à témoigner, parce que vraiment, c'est très précieux. Sachez d'ailleurs que je lis absolument tous vos commentaires, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, donc vraiment, il y a eu, en tout cas la dernière fois avec Paul Ponceau, des commentaires vraiment intéressants, des témoignages. Et voilà, qui vont dans ce sens. Et donc ça, Paul et moi, on vous en remercie parce que c'est pas toujours facile. Mais derrière un clavier, voilà, vous pouvez vous le permettre. Vous n'êtes pas exposé, voilà, donc allez-y. Paul, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça ou. Non, ben, je pense Ouais. que c'est bon. Mm. Et voilà, c'est surtout de savoir Voilà. qu'une des grandes manipulations se fait par le temps et les Oui. timelines, et c'est une des plus ignorées. Donc, c'est bien qu'on fasse des émissions comme ça pour Oui. pouvoir justement être conscient de tout ça, parce que personne ne parle du temps, Non. pourtant, c'est à la fois constamment là et jamais là, c'est à la fois, c'est ce qui nous maintient prisonniers de toute cette notion de temps. Ah oui, oui, tout à fait, et qui nous maintient prisonniers de cette boucle, comme tu en as parlé dans l'émission, de cette boucle dans laquelle on tourne en rond. D'ailleurs, aussi, autre, je suis désolé, je fais beaucoup de références cinématographiques. Freddy, je sais plus si c'est le 3 ou le 4, hein, je suis pas fan de Freddy, mais enfin bon, voilà, de ce genre de film en tout cas. Mais je sais que dans Freddy 3 ou 4, je sais plus, il y a The Nightmare, hein, le fameux, assez connu, hein, le cauchemar. De Freddy, quelque chose comme ça, où lui fait tourner en boucle justement, entre autres,
un couple, je pense, dans le film. Et où il y a le fameux film avec Bill Murray aussi à ce compte-là, où chaque fois il revient, il refait les mêmes trucs comme dans un rêve, dans une boucle. Voilà, je crois que c'est important de se rendre compte de ça. Peut-être que ce serait peut-être pourquoi pas une des clés pour sortir de cette fameuse boucle temporelle dans laquelle on est emprisonné, dans ce fameux recycle bin, dans ce fameux dans ce fameux système parce que pour pas parler en anglais, mais de ce fameux système de recyclage des âmes, hein, etc. On le sait très bien. Euh, donc voilà, où il est peut-être temps un peu de quitter cette incarnation pour aller peut-être voir autre chose et puis qu'on nous foute la paix. Alors attention, hein, la vie est très très belle, hein, si on la conçoit comme ça, elle peut être superbement, super magnifique. Bien entendu qu'elle peut être magnifique, mais on le sait très bien, ne nous cachons pas, elle est quand même assez lourde. Il y a quand même beaucoup de choses quand même qui sont incohérentes. Il y a beaucoup de bugs dans cette matrice, beaucoup de bugs dans cette vie. Même dans votre vie personnelle, il y a beaucoup d'incohérences. Et donc, je pense il est peut-être temps de se dire que c'est pas forcément toujours, comment ce que je veux dire, la faute à la malchance. C'est pas une question de pas de bol, hein. Je suis né sous la mauvaise étoile, machin et compagnie. Non, faut arrêter de se plaindre, arrêter de se prendre pour des victimes et de se victimiser, comme on dit. Je crois qu'il est important de se dire qu'il y a des choses, si elles ne vont pas, c'est peut-être parce que justement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quoi? Eh bien, j'espère qu'on en a pas, on en a apporté en tout cas quelques réponses, hein, mon cher Paul, parce que Ouais, espérons. pour certains, apparemment, on ne fait que dire des choses négatives et qu'on n'apporte pas de clés. Non, moi je pense qu'il faut chercher aussi vous-même. Et chacun de nous Ah oui. qui a ses propres clés de toute manière, hein. Ben oui, c'est ça. La personne qui vous apporte les clés, comment sortir d'ici et compagnie, ce jour-là, fuyez, quoi, hein, parce que, à mon avis, ou Ouais, alors vraiment, ce sera quelqu'un de magnifique, mais non, non. Méfions-nous. Bref, mon cher Paul, pour rappel, donc tu as bah, donc ton webinaire dans 3 semaines à peu près, hein, si je calcule comme ça, de 22 juin, de 18 h à 22 h. Mais comme tu dis, prévoyez un petit peu plus de temps, puisqu'il y a des questions à réponses. Donc Paul Ponceau se fait un plaisir de vous répondre en direct. Donc ça, c'est magnifique. Je mettrai le lien des inscriptions dans la description, comme d'habitude. Paul. Donc, on mettra aussi le lien de ton site, de ta chaîne web, YouTube, pardon. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Et en tout cas, encore un grand merci pour ce sujet qui, moi, me passionne, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose. Là, ça, c'est un des sujets que je mets. C'est vrai que j'en parle pas souvent sur la chaîne. Je trouve pas d'ailleurs beaucoup d'intervenants qui en parlent parce que comme tu dis, c'est assez tabou. Pourquoi? Parce que c'est impalpable en fait. C'est quelque chose, c'est le cas de le dire. C'est quelque chose sur lequel on peut pas mettre de mots, pas toujours facilement en tout cas. Et voilà, c'est quelque chose de tellement flou, hein, voilà, que il n'y a pas beaucoup de gens qui osent, disons, rentrer dans ce sujet-là et pouvoir en débattre, pouvoir en tout cas exposer des théories. Et donc, grand merci à Paul pour ça, parce que voilà, c'est vraiment important. Et donc, Eh ben, j'espère merci que à toi, Alexis, pour ton émission. Merci de me laisser parler, de laisser cette information vraiment circuler. Merci pour toutes tes émissions et puis ben, merci pour tout ce que tu fais aussi. ah bah merci Paul, c'est gentil, ça me touche beaucoup. Sache que tu es toujours le bienvenu, comme tu le sais. Je suis content de te retrouver, les auditeurs aussi, d'ailleurs, on l'a vu. Donc vraiment, voilà, réfléchissez à ces sujets-là, quitte à réécouter même l'émission. N'hésitez pas à partager cette émission aussi pour des gens qui auraient peut-être des questions à se poser là-dessus. Pourquoi pas des témoignages? Si vous en avez, bah, pourquoi pas, on pourrait faire un live, un de ces quatre, là-dessus. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de partager, encore une fois, cette émission, je le répète, de parler des sentiers du réel autour de vous, de liker, de commenter. Ça fait aussi référencer la chaîne, la vidéo et l'émission de Paul Ponceau, qui a été, encore une fois, magnifique. N'hésitez pas aussi à faire des dons sur la chaîne, c'est très important, via Patreon notamment. Il y a d'autres liens aussi, Patreon, qui vous donneront, eh bien, des bonus. Voilà. Vous irez voir un petit peu sur le site. Je vous en dis pas plus. Posez des questions, par exemple,
à mon intervenant prochain, notamment. Voilà, donc ce sera intéressant. Donc je vous fais des gros gros bisous. Paul, grand merci à toi encore une fois. À toi, Alex. Bonne continuation. D'ici là, on se retrouve quand tu veux. Et on dit aux auditeurs à tout bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut. Merci beaucoup, Alexis. Au revoir. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel, lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.